a 65 ans. Il est ingénieur en plateforme pétrolière et auteur du livre « Déclin du monde industriel ». Bonjour Churlin, bonjour. Bonjour. Dans votre livre « Déclin du monde industriel », vous commencez par replacer l'homme dans sa trajectoire historique. Pensez-vous qu'il soit indispensable de le faire pour comprendre la situation économique actuelle? Ne pourrait-on pas, au contraire, étudier les contradictions de notre système actuel à partir de ces seuls symptômes visibles? Oui, replacer l'homme dans son contexte historique, je pense que c'est quand même le départ de toute chose. Parce qu'en fait, le problème de l'économie aujourd'hui, c'est quand même lié aux ressources naturelles et comment l'homme utilise ces ressources naturelles. Et on a du mal à comprendre comment l'homme peut utiliser les ressources naturelles telles qu'il le fait aujourd'hui sans retourner un peu en arrière dans l'histoire de l'homme et inéluctablement replacer l'homme dans son contexte, c'est-à-dire qu'en fait c'est un animal qui est là depuis très peu de temps, quoi. Oui, très peu de temps. Donc vous relativisez également le temps humain en faisant remarquer que l'homme n'est pas très ancien sur la Terre et vous le rappelez à un peu d'humilité par là même. Pensez-vous qu'il en manque actuellement d'humilité? Ah oui, beaucoup, beaucoup, oui, oui. Ça se manifeste comment, par exemple, son manque d'humilité? Par se croire plus fort que la nature principalement, quoi. Et penser que l'homme est au centre de l'univers, alors qu'en fait ce n'est qu'un élément parmi d'autres et un tout petit élément. Alors vous relativisez également le climat, c'est-à-dire, à propos du climat, que vous êtes sceptique par rapport aux prédictions et préconisations du GIEC à propos du réchauffement climatique, par exemple? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que le climat est en perpétuelle évolution, sans arrêt. Et si on regarde le climat à grande échelle, on va vers une période de glaciation. Donc, c'est vraiment pas... Il n'y a pas d'alarmisme à avoir parce que le climat peut, enfin la température peut légèrement monter ou autre. Et de toute façon, l'homme lui-même a connu des périodes plus chaudes, comme au Moyen-Âge, il y avait à peu près 2 degrés de plus, des périodes beaucoup plus froides où les glaces du pôle atteignaient le Danube. Donc l'homme s'est adapté et s'adaptera inévitablement. Et le climat fait un petit peu ce qu'il veut. Et notamment, là encore, un peu d'humilité s'impose. C'est pas l'action de l'homme qui modifie le climat, lié principalement au phénomène astrophysique. Est-ce que vous pensez qu'un réchauffement, comme le GIEC le prédit, de l'ordre de 2 à 3 degrés sur un siècle, serait réellement catastrophique, notamment dans ses incidences sur l'industrie ou l'agriculture? L'industrie et l'agriculture vont voir d'autres changements beaucoup plus importants que 2 ou 3 degrés ou une élévation des mers. Je rappelle quand même que les mers, par exemple, le niveau des mers était 150 mètres plus bas il y a 10 000 ans, donc l'homme en a vu d'autres. À propos de la révolution néolithique, vous dites « c'est sans doute un ensemble de conditions réunies à un moment donné, dont un climat clément, qui ont favorisé le développement technologique. » Vous tendez donc, par cette affirmative, à minimiser le rôle du génie humain au profit de contingences environnementales dans le développement de la technique. Vous éloignant ainsi des libéraux, par exemple, qui ne voient de moteur de la croissance que dans ce même génie humain. Faites-vous la même analyse pour la révolution industrielle du XIXe siècle? Par quoi expliquez-vous essentiellement cette révolution? Oui, je pense que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mes connaissances sont quand même trop légères dans ce domaine-là au moment de la révolution du néolithique. Mais c'est évident que l'homme a trouvé, à améliorer ses conditions de vie avec beaucoup de hasard. Quand il a découvert la métallurgie, c'était tout à fait par hasard, parce qu'il s'était sédentarisé auparavant et qu'il faisait du feu toujours au même endroit, avec les mêmes pierres. Et c'est pas l'homme un jour qui, par son intelligence, a dit « je vais découvrir le cuivre ».
Voilà. Et la révolution industrielle, bien sûr, c'est justement pour ça qu'il faut regarder un petit peu l'histoire, c'est que il y a eu les pays qui ont découvert quoi que ce soit, ont toujours été des pays qui s'étaient accaparés des ressources naturelles en grande quantité. Et donc c'est plus la quantité et la qualité aussi peut-être de ressources naturelles accessibles à un moment donné, qui favorisent un développement des connaissances, des gens qui peuvent passer du temps à autre chose qu'à s'inquiéter seulement de leur nourriture. Et c'est ce qui s'est passé à la révolution industrielle. C'est une richesse en tant que ressource naturelle qui arrive en Occident et qui permet à toute une partie de la population de ne plus s'inquiéter, de s'enrichir, mais donc de ne plus avoir à s'inquiéter du lendemain et de comment ils vont vivre, comment ils vont se nourrir. Développement des écoles, quoi. Et donc développement, c'est exponentiel. À partir du moment où il y a un certain nombre de personnes développent les connaissances, se transmettent les connaissances, à ce moment-là, l'accessibilité aux ressources naturelles augmente. L'accessibilité augmentant, on augmente les richesses de plus en plus, d'une plus grande partie de la population, et ainsi de suite. Mais pourtant, le pétrole, lui, il existe depuis très longtemps, pas la nuit des temps, mais enfin des millénaires en tout cas, et il n'a commencé à être exploité qu'au XIXe siècle. Donc est-ce que c'est un hasard? Comment se fait-il que les Égyptiens n'aient pas utilisé le pétrole, et comment se fait-il que en 1850 on ait commencé à l'utiliser? Oui, les Égyptiens connaissaient le pétrole, ils ne connaissaient pas le tuyau. Et quand Clark en Louisiane a fait les premières découvertes vraiment première exploitation pétrolière, c'est qu'il a mis des tuyaux dans le sol. Et là, ça fait la différence. Vous dites qu'avant la révolution industrielle, les ressources paraissaient aux yeux des hommes incommensurables et qu'elles furent considérées par les économistes d'avant comme un flux et non comme un stock. Êtes-vous bien certain aujourd'hui que tout le monde a changé d'avis sur ce point et que plus aucun économiste ne considère les ressources naturelles comme un flux? Oui, alors, c'est ce qui s'est passé au XVIe siècle, à partir du XVIe siècle, quand on a ramené les ressources naturelles des Amériques. C'est à ce moment-là que c'est apparu comme incommensurable. Auparavant, je ne suis pas sûr que l'homme avait une notion de la quantité de ressources naturelles accessibles. Et c'est le développement des théories économistes, par la suite, donc à partir du XVIe, XVIIe siècle, qui sont partis sur une base de ressources naturelles incommensurables. Et alors, cette notion-là, donc de flux et non de stock, elle est gravée dans le marbre des théories économistes, des schémas économistes, et tout le système financier qui soutient tous ces échanges est aussi fondé sur le même principe. Et c'est pour ça qu'il est impossible de faire marche arrière. C'est pour ça que personne ne veut faire marche arrière et que tout le monde fait l'autruche. Pensez-vous qu'aujourd'hui l'homme de la rue a tendance à se considérer comme étant plus fort que la nature? Oui, oui, oui. Ça fait déjà quelques temps que ça dure, ça. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais ça c'est sûr que depuis la révolution industrielle, l'homme se croit plus fort que la nature. Et ce qu'il a fait au XVIIIe, XIXe siècle, les canaux, les tunnels et autres, c'est le meilleur exemple, quoi. Et si il est arrivé à cette certitude qu'il est plus fort que la nature, qui est-ce qui lui a mis ça dans la tête, à votre avis? Oh, personne. Je ne pense pas qu'il y ait
quiconque de responsable. L'homme moderne a également tendance à se considérer comme plus fort que l'homme préhistorique. Certaines études récentes indiquent cependant que l'homme moderne serait inférieur à l'homme préhistorique, tant sur le plan physique que sur le plan intellectuel. Qu'en pensez-vous? Oui, mais c'est l'homme moderne, il se croit plus fort que l'homme préhistorique et plus malin que le sauvage. Oui. Ben oui, et c'est l'homme civilisé, justement, en opposition au sauvage, l'homme non civilisé. Mais l'homme sauvage, si on pense que l'intelligence, c'est la capacité à analyser les événements qui nous entourent et à en déduire des relations de cause à effet pour prédire ce qui peut se passer si on fait telle action, le chasseur sauvage dans la brousse ou dans la savane est nettement plus intelligent que la plupart de nos congénères. Et sur le plan physique? Ben, sur le plan physique et sur le plan intellectuel, parce qu'il faut avoir une sacrée réflexion pour aller à la chasse dans la savane. Vous prenez la peine d'établir une classification des ressources naturelles en distinguant 3 groupes et 3 types. Est-ce parce que vous pensez que les gens ont tendance à tout mélanger? Vous établissez notamment une différence entre inépuisable et renouvelable. Quelle est la véritable différence? Parce que ça ne saute pas forcément aux yeux de l'homme de la rue. Oui, parce que je pense qu'il est quand même, en toute chose, il est nécessaire de savoir exactement de quoi on parle. Et le mot classique aujourd'hui, c'est les ressources renouvelables. Et pas les ressources, l'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable, qui est quand même un vocabulaire bizarre, parce que l'énergie, c'est avant toute chose de la masse. Donc la masse, c'est une matière, et on appelle énergie renouvelable le soleil, le vent, la gravité, qui sont à l'échelle humaine inépuisables et non pas renouvelables. Le renouvelable, c'est la biomasse, c'est complètement différent. Et la biomasse, contrairement aux inépuisables dans lesquels il n'y a même pas à taper dedans, elles sont là. Elles sont là, on peut faire ce qu'on veut, elles sont là, point. Par contre, les renouvelables, elles ne sont pas là comme ça. Et on tape dedans beaucoup plus vite qu'elles ne se régénèrent. Donc il y a une sérieuse différence entre les inépuisables et les renouvelables. Alors, il y a les ressources énergétiques, les ressources matières premières, et les ressources nutritives, parmi les ressources naturelles. Voyons d'abord le premier groupe des ressources énergétiques. Alors, si on considère comme vous que les ressources naturelles sont la clé du monde industriel, il peut être intéressant de faire un état des lieux de leur situation actuelle et de leur avenir en disponibilité. Alors, si on commence tout d'abord par la trilogie fossile, dont vous dites qu'elle est au cœur du système, et à tout seigneur, tout honneur à Sa Majesté Pétrole, qu'en est-il aujourd'hui de la production, des réserves, des pétroles non conventionnels, des huiles de schiste, qui, paraît-il, pourraient repousser sensiblement la date du peak oil et faire revenir les États-Unis au premier rang de la production mondiale d'hydrocarbures? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec le pétrole et ses dérivés non conventionnels? Oui, donc la grosse différence entre la période industrielle et la période pré-industrielle, c'est que pré-industrielle comme énergie, comme ressource naturelle énergétique, on avait la biomasse, le bois. Et à partir du moment où on a utilisé le charbon, c'est là qu'on a réussi à faire des coulées de métal avec du coke et non plus avec du charbon de bois, et tout est parti de là au niveau de la révolution industrielle. En Angleterre. En Angleterre. Et donc, les pays qui avaient les ressources naturelles d'une grosse partie du monde, qui avaient la connaissance et les mines de charbon et de minerais de fer, c'était l'Angleterre, la France, l'Allemagne, voilà, l'Europe. Et c'est pour ça que tout est parti de là. Et la fin de votre question, c'est... Mais alors, aujourd'hui, si on fait un état des lieux du pétrole, Oui. puisqu'on on a parlé de peak oil, donc
déplétion pétrolière. Maintenant, on parle de stagnation du plateau parce qu'il y a les huiles de schiste qui arrivent. Quel est votre diagnostic aujourd'hui sur l'état de la production et des réserves de pétrole et l'incidence du pétrole non conventionnel sur la durabilité de cet hydrocarbure? Alors, effectivement, comme en toute chose, on commence par prendre le plus facile. En charbon, on a pris le plus facile. Ce qui nous reste aujourd'hui, il en reste beaucoup, mais très difficile d'accès. Et le pétrole, c'est exactement la même chose. Quand on mettait un tuyau dans le sol au Sahara, en Iran ou autre, et que le pétrole jaillissait, il n'y avait pas besoin de se casser la tête. Et le rapport énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'on investit et la quantité d'énergie qu'on récupère, le rapport était à peu près de 100 à ce moment-là. Aujourd'hui, en offshore profond, on est péniblement à 4. Et on descend, et toutes les histoires de gaz de schiste, de sable bitumineux et autres, là, il y a des querelles d'experts, mais les querelles, c'est pour dire, est-ce qu'on est encore un peu plus que 1? Ça se bat entre 1, 3 et 2. Bon, c'est évident que le jeu n'en vaut pas la chandelle, et ce n'est pas une question de finance, quoique la finance, au bout d'un moment, rejoint un peu les ratios énergétiques, mais c'est une question de ratio énergétique. S'il faut dépenser une unité d'énergie et qu'on en récupère moins, c'est pas la peine. Et donc tout ça, dans un avenir très proche, on va vite arrêter de jouer à ça, quoi, parce que personne ne suivra. Et le charbon? Alors, on dit qu'il en reste énormément, notamment en Fédération de Russie, en Chine et aux États-Unis, qui à eux trois cumulent l'essentiel des réserves mondiales de charbon. Est-ce qu'il va prendre la place du pétrole, relayer le pétrole, à votre avis? Non, c'est quand même pas tout à fait le même produit. Ce qu'on fait avec le pétrole, on ne le faisait pas avec le charbon, et c'est pas parce qu'on n'était pas capable de le faire avec le charbon à l'époque, pour une question d'intelligence ou autre, c'est que le charbon se transporte pas aussi facilement que le pétrole. Et donc on ne remplacera jamais. Et on ne distille pas le charbon comme on distille le pétrole, on n'en sort pas autant de produits, donc, et on va chercher le charbon difficile parce qu'on a du pétrole qui nous permet de fabriquer des machines, d'avoir tout un tissu industriel qui n'existe que parce qu'il y a du pétrole, et s'il y a moins de pétrole, tout ce tissu industriel va se déliter et on ne sera plus capable d'aller chercher le charbon difficile. Donc non, le charbon, il disparaîtra, la production de charbon diminuera en même temps que la production pétrolière diminuera. Qu'est-ce que vous pensez de la transformation du charbon en essence, la filière coke tout liquide qu'a un peu utilisé l'armée allemande à la fin de la Deuxième Guerre, parce qu'elle n'avait pas pu mettre la main sur les gisons de Bakou. Ah oui. Alors est-ce qu'on va pouvoir faire de l'essence avec du charbon quand ce sera plus difficile de le faire avec le pétrole? Non, on peut faire de l'essence avec du charbon, bien sûr, mais les pays qui l'ont fait, c'était l'Allemagne ou l'Afrique du Sud pendant l'apartheid. Mais en dehors de ça, ça n'a aucun sens, puisque ça coûte plus cher en énergie que ça n'en produit à la sortie. Sauf qu'évidemment, faire voler un avion avec du charbon, c'est pas possible. Reste le gaz dans la trilogie. On dit qu'il en reste, qu'il y en a encore beaucoup, notamment en Russie. Le gaz, est-ce qu'il est logé à la même enseigne que ses deux autres cousins? Oui, c'est pareil que le charbon, le gaz, c'est très difficile à exploiter. Et donc, on sait l'exploiter avec des machines, notamment des turbines pour le compresser. Et les turbines pour le compresser, on sait les fabriquer parce qu'on a du pétrole. Quand on n'aura plus de pétrole, on n'aura plus les turbines qu'on sait faire aujourd'hui, on n'exploitera pas le gaz. Donc le pétrole socle l'industrie extractive. Oui. Quel que soit le produit qu'on extrait, le pétrole sert à fabriquer les engins d'extraction. Oui, c'est le plus facile et c'est autour du pétrole que toutes les machines sont fabriquées.
Alors, si on sort du fossile, on nous parle beaucoup du solaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, le soleil, Votre il est là, diagnostic. bien sûr, mais la meilleure façon de récupérer l'énergie du soleil, c'est de faire le lézard. Parce que en dehors de ça, c'est quasiment impossible à stocker l'énergie du soleil. Et oui, mettre une bouteille d'eau au soleil, elle chauffe, voilà, on la garde un peu, mais c'est tout. On ne fera jamais marcher un moteur avec le soleil. Alors, on fait des immenses centrales solaires, notamment aux États-Unis, la centrale de Cramer Junction. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette électricité solaire? Alors, soit on peut faire d'énormes champs de solaire thermique pour chauffer de l'eau, et avec la vapeur d'eau, produire de l'électricité ou chauffer des maisons, ou faire... Bon, ou alors on fait des champs de cellules photovoltaïques, et on produit de l'électricité. Bien souvent, donc, on va utiliser ça pour produire de l'électricité. On ne fera jamais marcher un camion avec de l'électricité. Ça, c'est sûr. Et en plus de ça, le solaire thermique, bon, on pourrait penser que ça ne pollue pas trop, certes, à la fabrication, mais le solaire photovoltaïque, c'est une catastrophe au niveau de fabrication des cellules photovoltaïques. Donc, c'est vraiment... Et, encore une fois, on sait fabriquer aussi bien le solaire thermique, parce que les tubes, les plaques de verre, on sait les fabriquer aujourd'hui parce qu'on a du pétrole. Si on n'a pas de pétrole, on ne sait plus fabriquer ça. Et alors le solaire photovoltaïque, c'est pas la peine d'en parler. S'il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de fabrication de cellules photovoltaïques. Alors justement, la fabrication des cellules photovoltaïques, pourquoi c'est une catastrophe? Parce que c'est le genre de produit, comme tous les produits électroniques, qu'on ne sait pas fabriquer à la main. Et on ne sait le fabriquer qu'avec une machine. Voilà. Et donc il faut fabriquer une machine pour fabriquer ça, et on ne saura pas fabriquer la machine. Et c'est pareil pour l'éolien? Oui, c'est pareil, l'éolien, c'est né... enfin, il faut une machine. Alors, bien souvent avec ça, on ne sort que de l'électricité. L'éolien, ça marche très bien pour pomper de l'eau dans un puits quand le puits est juste en dessous de l'éolienne. Et puis, il y a du vent, on pompe, il n'y a pas de vent, on ne pompe pas. Ça allait très bien. Maintenant, si on veut faire de l'éolien et puis récupérer ça pour faire de l'électricité, c'est très peu, quoi, parce qu'en fait, il faut fabriquer les moteurs, il faut le cuivre, il faut une maintenance énorme pour peu de choses. Alors, on a la gravité, ce que vous appelez la gravité, je pense qu'il s'agit de l'hydroélectricité, Oui, les barrages au fil de l'eau, les barrages de retenue. Oui. Est-ce qu'on a de l'avenir là-dedans? On a déjà pas mal de choses, puisque je pense qu'il doit y avoir 15% de l'électricité mondiale qui est produite à partir de la gravité. Est-ce qu'on peut aller au-delà? C'est encore le même problème, c'est que les barrages, on le voit bien en France, là en France, ils sont en train de faire des campagnes de réfection des barrages, parce que ça demande une maintenance énorme. Il y a un envasement? Il y a un envasement, un écartement des fois des fondations elles-mêmes. Enfin, les barrages sont soumis à des pressions énormes, il faut les maintenir. Et puis les turbines qui sont dedans, il faut les maintenir en état. Ça s'envase, il faut draguer, il faut pomper. C'est un travail énorme et qu'on ne sait faire que parce qu'on a du pétrole. Voilà. Et c'est pareil, on produit de l'électricité avec ça, mais l'électricité produite avec ça, il faut la transporter, il faut maintenir tout le réseau de distribution et on ne saura jamais faire ça si on n'a plus de pétrole. Alors, la biomasse, elle est inépuisable et renouvelable, elle est à la fois les deux. Est-ce que ça constitue un véritable trésor pour l'avenir? Ah bah oui, c'est le trésor. C'est le trésor. C'est tout ce qui nous restera. Et c'est ce que l'homme a utilisé depuis... C'est ce qu'on a toujours eu. C'est ce qu'on a toujours eu, et c'est ce qu'on avait il y a 300 ans. Hein. Il y a 300 ans, on n'avait que ça. Mais il y a 300 ans, on n'avait que ça, et on avait quelques métaux qu'on a dilapidés.
quand on n'aura plus le pétrole, on n'aura plus les métaux, il nous restera bien sûr la biomasse, mais sans les métaux. Alors, on a l'hydrogène, hein, H2O, il suffit d'enlever O, on se retrouve avec 2 H. On sait que c'est facile à faire puisque en classe de 6e, on nous fait l'électrolyse. Donc ça devrait être quand même faisable, avec une pile à combustible derrière. Oui, bien sûr, bien sûr. Le Père Noël arrivera bientôt au mois de décembre. Mais non, ça demande... On peut faire ça pour envoyer une fusée, pour s'extraire de la gravité. On ne pourrait pas faire une fusée avec du pétrole, parce qu'il n'y a pas assez d'énergie dans 1 kilo de pétrole pour s'extraire de la gravité, mais on ne peut le faire que parce qu'on a de l'hydrogène. Mais ceci dit, ça coûte beaucoup plus cher en quantité énergétique en pétrole que ça n'en produit. Pourtant, les premières voitures étaient électriques, hein, Oui. sans me souvenir, et donc marchaient avec des piles, genre piles à combustible. Donc on a déjà fait ça. Oui, avec une autonomie ridicule. Voilà. Alors bon, il ne reste plus que l'uranium avec l'industrie nucléaire. Là, il semblerait que les alternatives énergétiques soient axées maintenant majoritairement sur le nucléaire. Oui, c'est là où on pourrait quand même commencer à se mettre un peu en colère, parce que on nous rabâche à longueur de journée que le nucléaire ne pollue pas, parce qu'évidemment il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de gaz toxique qui s'échappe d'une centrale, il n'y a que de la vapeur d'eau. Mais avant d'arriver à la centrale, le traitement du minerai d'uranium et la fabrication des yellow cakes et des petites pilules qu'on met dans les réacteurs, la fabrication des centrales nucléaires, et de toute façon, après, tout le système de distribution, tout ça, ça consomme énormément de pétrole, et donc ça pollue exactement pareil que tout le reste. Et sans pétrole, il n'y a plus rien de toute la chaîne qu'on sait faire. Et notamment, par où sûrement ça va commencer à dégénérer, c'est que toute la maintenance des centrales nucléaires, on peut la faire parce qu'il y a beaucoup d'industries avec des matériaux, des objets de haute technologie qui assurent la maintenance de la centrale. Si jamais demain ces industries commencent à décliner, on ne saura plus maintenir les centrales en état. Et si on ne sait plus maintenir les centrales en état, c'est quand même la porte ouverte à n'importe quelle catastrophe. Oui, ça risque d'être assez dangereux. Ben oui. Et alors donc, sans pétrole, pour fabriquer une centrale, et puis ensuite pour la démanteler, sans pétrole, avec moins de cuivre, moins de caoutchouc, moins de fer, comment est-ce qu'on va faire? Ah ben, on pourrait démanteler aujourd'hui. Demain, personne n'est capable de nous dire comment on va pouvoir démanteler. Comme un morceau une poutrelle d'acier, par exemple. On dit l'acier est recyclable, certes, mais un morceau de poutrelle d'acier, si on n'a pas du gaz pour le couper, on ne sait pas le couper. Et une centrale nucléaire, on sait la démanteler aujourd'hui, demain on ne saura pas. Et personne n'est capable de nous assurer aujourd'hui que, par exemple, les piscines dans lesquelles ils maintiennent tout un certain nombre de choses, on pourra maintenir le niveau d'eau dans les piscines. Bien. Alors, passons maintenant au groupe des ressources matières premières. Quelles sont les matières premières que vous considérez comme inépuisables? Celles qui sont considérées comme renouvelables et celles qu'on peut ranger dans la catégorie de matières premières finies. Les inépuisables, c'est les cailloux. Les cailloux, ça c'est certes monter un mur avec des cailloux. Là, tant que les montagnes seront là et qu'elles seront érodées par les intempéries, on aura des cailloux qui descendront de la montagne. Voilà. Et on aura la terre, pareil pour monter des maisons, pour faire de la poterie. Bon, si on a de la terre et du bois pour faire du feu, on sera capable d'avoir des poteries. Voilà. Si on a des cailloux, on sera capable de monter des murs. Et s'il y a quelques arbres encore debout, on sera capable de les mettre sur les murs pour faire un toit.
Ça, c'est les inépuisables. Oui, les inépuisables. Après, les renouvelables, bah, la biomasse, ça c'est quand même la ressource idéale. Les forêts, l'herbe qui pousse, enfin, tout ça. Voilà. Alors c'est renouvelable si on ne fait pas en sorte qu'elles deviennent pas renouvelables. Oui, alors on peut effectivement faire attention quand on détruit les forêts tropicales, c'est peut-être un petit peu violent parce que ce qu'on détruit, ça va peut-être pas repousser aussi facilement. Ceci dit, l'homme va vite arrêter le massacre, sans doute faute de pétrole. Et alors, les matières premières finies, ben, c'est toutes les autres, hein. C'est-à-dire cuivre, le tableau de Mendeleïev, cuivre, zinc, Oui. Et tout ça. Et tout ça, c'est. Ça s'éteint petit à petit. Bah oui, parce que les mines les plus importantes sont les métaux. Et les mines de métaux, les mines faciles sont toutes épuisées. Il ne reste que des mines difficiles, ou à ciel ouvert, mais avec des gros engins. Et le traitement de ces minerais-là est extrêmement sophistiqué et demande une industrie, un tissu industriel sophistiqué autour pour les exploiter. Mais donc on oubliera tout ça. Mais on nous parle de recyclage, hein. On dit pas de problème, on va recycler. Il y a aujourd'hui énormément d'espoir qui est fondé sur le recyclage. On a disséminé des tas d'objets, donc par exemple pour le cuivre ou l'acier, on a disséminé dans le monde entier des tas d'objets métalliques pour le recycler. Il faut ramener ces objets à des endroits. Donc il faut de l'énergie pour ramener tout ça. Et après, pour refondre le cuivre, pour refondre les aciers, il faut encore beaucoup d'énergie. Et si on manque d'énergie, on arrêtera ça. Alors l'ensemble de tous ces processus industriels dont on vient de parler crée ce que vous appelez le tissu industriel. À partir de là, comment arrive la croissance ? La croissance a été là avant un peu, la notion de croissance a été là avant la sophistication du tissu industriel, mais c'est évident que c'est l'évolution du monde industriel, surtout ces 50 dernières années. On peut dire que le tissu industriel était encore très, très simple au début du XXe siècle. Il s'est sophistiqué, diversifié, mais la notion de croissance, elle était là avant. Et la notion de croissance, plus que liée au tissu industriel, je la lierais plus à la finance, qui est le moteur de l'économie, quoi. Donc on pourrait avoir un tissu industriel quand même assez important. Si on n'a pas le catalyseur de la finance, on pourrait avoir une croissance très modérée, voire pas de croissance du tout. Non. Le tissu industriel est quand même lié. La notion de croissance est plus liée à la finance, mais le tissu industriel, lui, il est lié à la quantité de ressources naturelles qu'on exploite et qu'on transforme. Les industries, quels que soient les investissements qu'on puisse faire, les industries exploitent, transforment des matières premières. Et si cette quantité de matières premières diminue, leur exploitation, leur transformation diminue d'autant. Et donc le tissu industriel se délite, quels que soient les investissements qu'on puisse faire. Alors, le concept de croissance est intimement lié à la notion de richesse. L'acquisition par l'homme d'une richesse toujours plus grande, c'est même son principal objectif dans la société croissante. Cette richesse se concrétise notamment, on le constate, dans le développement du secteur tertiaire qui, en France, constitue 80% du PIB et emploie 75% des actifs. Or, vous dites, le tertiaire est dépendant et ne peut exister sans l'excédent du primaire et du secondaire. Est-ce que ce n'est pas très inquiétant dans un contexte de diminution de la capacité industrielle ? C'est justement un sujet qui fâche beaucoup, ça. Car c'est une évidence que le tertiaire ne peut exister que si le primaire et le secondaire font de l'excédent. Tout le monde est d'accord
énonce le principe comme ça. Après, quand on dit, ben oui, mais si l'excédent des primaires et secondaires diminue, le tertiaire diminue d'autant, et si le tertiaire diminue d'autant, c'est tout le système de services qui diminue. Services, c'est la santé, la justice, la sécurité, les transports. Et là, ça fâche beaucoup de monde, quoi. Mais c'est évident que si il y a diminution de production pétrolière, il y a diminution de ressources naturelles à exploiter, à transformer, donc il y a moins d'excédents de la part du primaire et du secondaire, et il y aura inévitablement diminution de tout le tertiaire. Et si le tertiaire aujourd'hui représente 80%, quelque chose comme ça, et il retournera, c'est ce qu'on appelle la pyramide des secteurs. Au début, le secteur primaire représentait la majeure partie de la population, avec notamment les agriculteurs. Au-dessus, une plus petite partie de la population transformait certaines ressources naturelles, et au-dessus, on avait juste quelques petits services. Là, cette pyramide s'est inversée complètement, notamment grâce à l'efficacité énorme du pétrole qui permet, dans la production de la nourriture, d'avoir multiplié, je ne sais pas, je crois que c'est par 10 000, quelque chose comme ça, la capacité avec les engrais et les machines agricoles. Si demain il n'y a pas de pétrole, c'est évident qu'il faudra que les gens retournent au champ. Et si les gens retournent au champ, ils deviendront des acteurs du secteur primaire et ne seront plus des acteurs du tertiaire. Oui, enfin, ça c'est votre schéma, et quand vous dites que c'est évident, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. On entend beaucoup de gens dire que, effectivement, même si on va avoir des problèmes avec l'industrie, avec l'agriculture, on a ces fameux biens du tertiaire, ces biens immatériels, qui constituent une nouvelle richesse, et ces gens-là raisonnent comme si le tertiaire autoproduisait sa propre activité, et qu'il était capable, justement, de compenser le déclin probable du secteur secondaire, notamment. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Parce que vous savez bien qu'ils existent. Oui, bien sûr. Ceux qui parlent des biens immatériels comme étant les biens de l'avenir. Bien sûr, mais ces gens-là n'ont pas de réponse quand on leur pose la question, mais que mangeront ces gens-là? Voilà. Et ils n'ont pas de réponse. Et la plupart du temps, la réponse qu'on a, que m'a faite un jour François Hollande, c'est faudra être intelligent à ce moment-là. Et oui, mais l'intelligence, ça ne donne pas à manger. Un des problèmes corrélatifs à la société industrielle est la pollution. Vous élargissez ce concept à celui de dégradation du système. Quel lien faites-vous entre les pollutions bien connues, je dirais même classiques, générées par les différents processus de production et les divers usages à la consommation, d'une part, et le deuxième principe de la thermodynamique, redéfini par Nicolas Georgescu-Roegen dans la notion d'entropie? Quand on parle de pollution, il était important de savoir là aussi de quoi on parle. Et la pollution, ce n'est pas seulement le fait d'un pot d'échappement de voiture ou des choses comme ça, c'est aussi une mine qui s'épuise, c'est un objet qu'on a cassé, qu'on a fabriqué, qu'on a cassé, tout ça c'est de la pollution. Et comment prendre ça en compte, comment définir tout ça, si ce n'est qu'effectivement, à partir du moment où on a une activité, quelle qu'elle soit, on dégrade le système. Et l'inverse est impossible. Et évidemment, un objet qu'on a fabriqué, qu'on a cassé, les éléments ne reviendront jamais dans l'état dans lequel ils étaient auparavant. C'est la notion d'entropie. C'est la notion d'entropie. Et si on considère que la pollution, c'est ça, avec évidemment en summum l'intervention brutale humaine qui détruit
un équilibre environnemental, mais la pollution, c'est aussi, donc c'est la dégradation de tout, dès qu'il y a activité, et si on prend ça en compte, on s'aperçoit effectivement justement que la pollution, c'est pas seulement à la consommation des biens qu'on pollue, mais c'est aussi à leur fabrication. Et c'est ce qu'on ne prend pas en compte généralement. On parle toujours de la pollution d'un moteur de voiture, de la pollution d'une industrie, mais en tant que rejet dans l'atmosphère ou dans les eaux, et non pas en tant que dégradation complète du système. On prévoit 9 milliards d'humains pour 2050, c'est-à-dire demain. Comment voyez-vous l'évolution de la courbe démographique dans un contexte de diminution des ressources naturelles disponibles? C'est assez simple, il y a toujours équilibre entre une population, quelle qu'elle soit dans un endroit donné, et sa capacité à produire les ressources naturelles, à produire ou à exploiter les ressources naturelles nutritives. Et si la quantité de ressources naturelles nutritives, l'accessibilité à ces ressources diminue, la démographie s'adaptera. S'il y a à manger pour 10, c'est impossible d'être 11. Et donc, dire que en telle année, on sera à 9 milliards, 10 milliards, c'est prendre les courbes actuelles et les poursuivre toujours dans leur progression croissante. Mais ça va faire comme la production du pétrole, la courbe va être plutôt une courbe en cloche et non pas une courbe continue et croissante, une courbe en cloche qui va redescendre. Et c'est évident que moins de pétrole, la démographie va diminuer. Mais est-ce que les courbes peuvent être aussi homothétiques? S'il n'y a plus de pétrole, ça veut dire qu'il n'y en a plus, on ne peut pas le tirer, mais par contre, les gens seront sur Terre. Comment est-ce que la démographie va diminuer? Alors là, effectivement, comment? Je ne suis pas Madame Soleil, et c'est difficile de dire exactement comment ça va se passer, mais c'est évident que on peut prévoir que la mortalité infantile va reprendre, que les malades vont mourir un peu plus tôt, les vieux vont mourir un peu plus tôt, un peu du fait, comme la canicule il y a quelques années, où subitement les vieux sont morts, mais c'est peut-être difficile à admettre et difficile pour certains, mais ces personnes-là étaient sur le point de mourir de toute façon, ils sont morts juste un peu plus tôt. Ce qui est dommage pour leur famille, mais c'est sûrement ce qui va se passer, les malades pareil, et puis les enfants pareil. Vous considérez comme inéluctable le déclin industriel. Quand prévoyez-vous le début de ce déclin et quelles seront à votre avis ses premières manifestations? Il est déjà sur le déclin, le monde industriel justement, et sa première manifestation c'est la crise dont on nous parle incessamment. Et la crise, on n'en sortira que si on arrive à augmenter la quantité de ressources naturelles. Et comme cette quantité-là, elle n'est pas infinie, la crise est partie pour de nombreuses années et on n'en sortira jamais. Donc vous pensez que le déclin a déjà commencé, mais les gens ne le voient pas, c'est pas perceptible. Les gens ne le voient pas, je pense qu'un certain nombre de gens le voient quand même, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui commencent à mettre un cran à leur ceinture. Ces gens-là voient bien que les choses ne s'arrangent pas, et puis tous les jeunes qui ne savent pas de quoi sera fait demain, et qui commencent à se poser de sérieuses questions. Donc ces gens-là commencent à voir que l'avenir, c'est pas tout à fait ce qu'on leur avait prédit. Alors justement, on a parlé tout à l'heure des services, qui constituent l'essentiel de l'activité humaine actuellement. Dans le contexte de ce déclin, comment voyez-vous l'avenir des services? Comment est-ce qu'ils vont évoluer, à votre avis? Ils vont disparaître, tout simplement. Quels seront les premiers services, à votre avis, qui seront touchés par la décrue? C'est difficile à dire parce qu'on aurait tendance à dire que les services qui vont commencer à décliner, ce sont les services culturels.
C'est un petit peu ce qui s'est passé par exemple au Portugal quand ils ont commencé à mettre un cran à la ceinture. Ils ont diminué le service, l'argent dédié à la culture. Les intermittents du spectacle sont descendus dans la rue, ils peuvent descendre dans la rue, c'est évident que quand on va réduire les services, ils vont faire partie du lot. Ceci dit, c'est sûrement plus compliqué que ça parce que je vois mal réduire les matchs de football demain, tellement c'est ancré dans le besoin humain d'aller au stade. Et c'est possible que les gens n'aient rien à manger et continuent à aller voir des matchs de football. Ça, c'est possible. Mais sinon, inévitablement, tout ça va disparaître. Et les derniers services seront les services de police, sûrement, et de santé. Alors les services et l'agriculture, comment est-ce qu'elle va faire sans pétrole, à votre avis? Ou avec moins de pétrole pour commencer? Il faudra que les gens retournent au champ. Et là, évidemment, ça va être difficile pour certains, mais ceux qui ne voudront pas y retourner auront du mal à trouver de quoi manger. Ceux qui iront auront une chance d'avoir de quoi manger. Oui, on est passé d'une... il y a 3 siècles, là, une population qui était composée de 95% d'agriculteurs et de 5% de non-agriculteurs. 3 siècles plus tard, une société où on avait l'inverse. C'est-à-dire qu'on a 95% de non-agriculteurs et 5% d'agriculteurs seulement. Donc il va falloir ressusciter la vocation agricole. Et oui, on a vu l'exode rural, faudrait organiser l'exode urbain maintenant. Alors vous parlez dans votre livre des métiers de l'avenir dans la société décroissante. Donc ça c'est très intéressant, c'est des choses dont on parle assez peu souvent. Dans ce contexte donc de décroissance inéluctable, de décroissance annoncée, quels seraient pour vous les métiers d'avenir? Alors ceux qui existent déjà, qui vont rester, et peut-être ceux qui vont être les métiers qui vont apparaître au fur et à mesure de la décroissance. Oui, je ne pense pas qu'il y ait des métiers nouveaux qui apparaissent. Il y a peut-être des métiers anciens, perdus, qui réapparaîtront. Réapparaître, oui, réapparaître. Plus exactement, bien sûr. Voilà. Mais c'est inévitablement le paysan qui sait produire la ressource naturelle de base, qui est celle qui nous nourrit, parce que c'est quand même la priorité des priorités, c'est la nourriture. Et celui qui sait extraire, produire la nourriture, inévitablement aura sa place demain. Et puis, dans la même lignée, c'est celui qui saura soigner nos corps, le médecin. Donc le paysan et le médecin, sont les deux occupations, je dirais pas les métiers, parce que je ne suis pas sûr qu'on parlera encore de métiers, mais les occupations de demain, seront ça. Alors les écologistes actuels prétendent réussir à préserver un développement durable. Peuvent-ils y parvenir, à votre avis, et de quelle façon? Non, déjà, développement, si on revient au deuxième principe de la thermodynamique, toute activité engendre de la pollution. Un développement est par définition pas durable. Et donc, le développement durable, faudrait qu'ils nous disent exactement ce qu'ils entendent par là, développer quoi, et durablement sur quelle base, avec quelles ressources naturelles et quels outils pour extraire, transformer ces ressources naturelles. Voilà. Et s'il n'y a pas de ressources naturelles dans leur plan de développement durable, ça ne tient pas. Pourtant, aujourd'hui, tout le monde y croit au développement durable, puisque c'est un concept qui est décliné à tous les niveaux de notre vie quotidienne, qui est adopté par toutes les tendances politiques, de droite ou de gauche. Tout le monde est d'accord sur ce principe de développement durable. Donc, à votre avis, est-ce qu'il y a vraiment une mystification politique qui est en totale contradiction avec la réalité physique et géologique? Probablement, parce que c'est très difficile à croire
que personne n'est dupe. Et j'aurais quand même... Les premiers sont les militaires. J'ai du mal à croire que les têtes pensantes chez les militaires ne savent pas où ils vont. Et sûrement qu'il y a de la mystification politique. Alors, que pensez-vous, par contre, des différents mouvements décroissants actuels, qui, eux, contestent le développement durable? À votre avis, sont-ils dans la bonne voie pour le moment présent et pour le futur proche? Non, pas trop, parce que la décroissance, c'est pas une volonté d'être décroissant. La décroissance, ça va être un état de fait. C'est un état de fait sur lequel il faudrait être conscient plutôt qu'inconscient, mais il n'y a pas à être vertueux à la décroissance. On a mangé plus de la moitié des ressources naturelles à caractère fini, on a dégradé de nombreux systèmes de la nature, ça va s'arrêter. Qu'on agisse ou qu'on n'agisse pas, on arrêtera. Et en plus de ça, tous ces mouvements décroissants s'adressent qu'à une petite partie de la population. Or, le système, il est global sur la Terre. Et donc, c'est gentil de décroître localement, temporairement, mais c'est globalement qu'il faudrait décroître. Et là-dessus, il n'y a pas à se casser la tête. C'est parti, le mouvement. Donc, ça va diminuer. Alors, que préconisez-vous pour tout de suite? Pensez-vous que des mesures puissent être prises au niveau de l'État, des gouvernements, tels qu'ils sont actuellement, ou pensez-vous qu'il faudrait réformer le système collectif, étatique, en profondeur et par quelle action politique? Donc, est-ce que le système politique tel qu'il est actuellement peut faire face à cette situation de décroissance, ou bien est-ce que politiquement il va falloir faire une véritable refondation complète, voire révolution? Je ne sais pas trop exactement là-dessus, mais je serais très sceptique sur une révolution qui apparaîtrait. Je suis sceptique aussi sur la capacité des politiques à régler le problème, ne serait-ce que parce que dans les démocraties, ils sont élus, et ils sont élus pour un court laps de temps. Or, il faudrait avoir une vision à très long terme pour gérer ça. Il faudrait prendre des mesures impopulaires. Je vois mal un politique prendre des mesures impopulaires. Et par contre, il y a quand même un gros problème qui se pose, c'est que demain, pour faire face au déclin des ressources naturelles, on va sans doute voir ressurgir des dictatures. Et c'est là où le politique d'aujourd'hui pourrait déjà commencer à nous dire que la fête est finie et qu'il faut changer de méthode et nous prévenir pour qu'on ne tombe pas dans les dictatures. Mais là, le Père Noël va peut-être venir bientôt. Alors pour terminer justement sur de la prospective politique, est-ce que vous voyez plutôt un état décroissant géré un système décroissant géré par une société très étatique, ou au contraire un état décroissant qui serait géré par une société beaucoup plus individualiste? Inévitablement, l'État va avoir du mal à gérer tout ça. Et la décroissance physique, c'est-à-dire vivre avec moins, c'est pas très compliqué. L'homme s'adapte très facilement. Dans des situations qui ne sont pas à préconiser, les situations de guerre, l'homme s'adapte très très vite. Donc demain, s'il faut ne plus aller en vacances à l'autre bout du monde, s'il faut manger un peu plus des pommes de terre et un peu moins de saumon fumé, c'est pas un problème. L'homme va s'adapter très facilement. Par contre, l'adaptation des finances va poser problème. Et comment l'État va gérer ce manque de finances, va réussir à répartir les services comme la police, l'armée, la santé, là, je dois dire, je ne sais pas, mais c'est le problème de l'État. Le problème des politiques pour demain, c'est ça. Donc l'individu, lui, il va s'adapter facilement. Oui.
La macrostructure étatique, elle aura beaucoup plus de mal. Oui, 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 oui. Le danger vient de là. Les gens, localement, ils vont s'adapter. Et ils vont s'adapter, pareil, dans les campagnes. Parce que dans les villes, là, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, ça va être difficile. Difficile sûrement à gérer dans les villes. Le manque de nourriture, tout simplement. Bien. Merci Georges Turlin. Merci à vous.